Il a humilié une femme dans la rue. Il a ordonné qu'on la chasse comme une ordure. Mais le lendemain, il a découvert qu'elle portait son sang. Si tu penses avoir déjà vu des histoires fortes sur Internet, attends de voir celle-ci jusqu'à la fin. Prépare ton cœur, car ce qui commence par un geste de cruauté se termine par une vérité qui va bouleverser ton âme. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche. Et reste avec moi jusqu'au bout, car cette histoire va te toucher d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et à la fin, écris le mot « destin » en commentaire. Si tu crois que certaines personnes sont liées pour toujours, même quand la vie essaie de les séparer. Ce matin-là, gris et froid à Bordeaux, Victor Lemoine, l'un des hommes les plus riches de France, a ordonné qu'on fasse dégager une mendiante devant l'entrée de son entreprise. La femme pleurait, une petite fille dans les bras, suppliant de l'aide. Il ne les a même pas regardés dans les yeux. Mais le destin avait déjà décidé que ces deux vies seraient liées pour toujours. Et le prix de la vérité, lorsqu'elle éclaterait, serait plus élevé que toutes les fortunes de Victor. Victor Lemoine n'avait jamais été un homme comme les autres. Né à Nice, sur la Riviera française, il avait perdu ses parents jeunes dans un tragique accident de voiture. Élevé par un oncle froid et calculateur, il avait appris dès l'enfance que ressentir était dangereux. Il avait grandi en entendant des phrases comme « La faiblesse est un luxe pour les pauvres » ou « Les hommes à succès ne s'attachent à rien ni à personne ». À 18 ans, Victor était déjà impitoyable en affaires. À 27, il avait bâti un empire. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce regard de pierre, il y avait une plaie ouverte, enfouie dans le passé. Pendant ses années d'université à Lyon, Victor avait eu une brève relation avec une jeune femme appelée Elisa Moreau. Ils étudiaient l'économie ensemble. Elle était douce, brillante et semblait voir en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Mais un jour, sans explication, Victor avait mis fin à la relation, affirmant qu'il devait se concentrer sur sa carrière. Il n'avait plus jamais cherché à la revoir. Il ne voulait pas savoir si elle allait bien. Il croyait que l'amour était une distraction sur le chemin de la grandeur. Mais le destin n'oublie pas ce que le cœur tente d'enterrer. Des années plus tard, alors que Victor assistait impassible à l'expulsion de cette femme, il ne savait pas qu'il était face à l'écho vivant de son propre choix. Elisa avait disparu des radars depuis longtemps, et l'enfant dans ses bras portait l'ADN d'un homme qui ignorait jusqu'à son existence. Le lendemain de l'épisode sur le trottoir, le vigile de l'immeuble, un homme nommé André, au service de Victor depuis plus de 10 ans, retourna sur les lieux, troublé par ce qu'il avait vu. Cette femme ne quittait pas son esprit. Elle pleurait avec dignité, serrait sa fille comme si elle était tout ce qu'elle possédait, et malgré l'humiliation, n'avait pas supplié. En cherchant des traces de leur passage, André aperçut quelque chose au sol, entre les marches en marbre de l'entrée, un petit bracelet d'enfant, rose, avec des lettres colorées formant un prénom, Eliane. Il se pencha, ramassa le bracelet, et par instinct, le glissa dans sa poche. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas un simple jouet perdu. Plus tard, à l'accueil de l'immeuble, André fit une remarque discrète à l'assistante de Victor. La petite fille, elle avait les mêmes yeux que le patron quand il était jeune, tu sais. La femme rit, amusée, mais André ne sourit pas. Un silence étrange régnait en lui. Ce soir-là, pendant que Victor relisait des contrats dans son luxueux appartement, un malaise inexplicable l'envahit. Il ne le savait pas encore, mais une force invisible l'attirait déjà vers la plus grande confrontation de sa vie, non pas contre des rivaux ou des chiffres, mais contre le passé qu'il avait tenté d'effacer. Le lendemain, avec le bracelet toujours dans la poche, André décida de faire quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire normalement. Il quitta le travail plus tôt et retourna sur la place où la femme avait été expulsée. Elle n'y était plus. Mais des traces de carton restaient sous l'auvent d'un café fermé et une vieille dame qui vendait des fleurs lui dit « Vous cherchez la jeune femme avec l'enfant ? Elles ont été emmenées dans un centre d'accueil hier soir. Elle était sur le point de s'évanouir de faiblesse. » André la remercia et suivit la direction indiquée. En arrivant au centre, il insista pour qu'on le laisse entrer. Il montra le bracelet, expliquant qu'il pensait que l'enfant l'avait perdu.
L'employée, méfiante, le conduisit dans une petite pièce où la femme reposait, sa fille endormie à ses côtés. Quand Elisa Moreau leva les yeux et vit André, son corps se tendit. Elle reconnut le vigile. Il se présenta avec respect, puis tendit le bracelet. Elle le prit, les larmes aux yeux. « C'est celui de ma fille. Merci. » André hésita, puis demanda directement « Vous vous appelez Elisa Moreau ?» Elle hocha la tête. « Vous avez connu Victor Lemoine ?» Le temps s'arrêta dans cette pièce. Son souffle se coupa. Puis, dans un murmure à peine audible, elle répondit « Je ne savais pas qu'il vivait encore en moi, jusqu'à ce que je voie son visage, tous les jours. » André garda le silence. Il sentit qu'Elisa avait besoin de parler. Et elle parla, les yeux fixés sur la fillette profondément endormie. « J'ai aimé Victor de tout mon cœur, mais il n'a jamais su aimer. Il était ambitieux, distant. Quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai essayé de le lui dire. Je l'ai appelé, envoyé des lettres, aucune réponse. Puis j'ai appris qu'il avait quitté le pays, comme s'il m'avait effacé. » Elle essuya une larme, avec la sérénité de celles qui ont pleuré trop longtemps pour encore crier. « Eliane est née 2 mois après ma dernière lettre. Je n'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais rien attendu. Mais le voir là, ordonnant qu'on me traite comme une moins que rien, c'était comme mourir une seconde fois. » André sentit le poids de ces mots. Il voulait dire quelque chose, mais que dire? La seule chose qu'il pouvait offrir, c'était une oreille. « Voulez-vous qu'il sache ?» demanda-t-il. Elisa regarda sa fille, puis André. « Non, je ne veux rien de lui, ni argent, ni reconnaissance. Je veux juste qu'elle sache qu'elle n'a jamais été rejetée par moi. Rejetée une fois, c'est déjà trop. » Mais André savait que cette histoire ne pouvait pas s'arrêter là, pas après tout cela. Et ce qu'Elisa ignorait, c'est que Victor Lemoine était sur le point de découvrir la vérité, par un chemin que même le destin n'aurait pu imaginer. 2 jours plus tard, Victor participait à un gala de bienfaisance organisé par des entrepreneurs de la région. Il détestait ce genre d'événement, sourires forcés, applaudissements mécaniques, discours creux. Mais c'était nécessaire pour son image. En entrant dans la salle, un groupe d'enfants montait sur scène pour chanter. Ils venaient d'un foyer local. Victor n'y aurait même pas prêté attention, si ce n'était pour une chose, une petite fille au bout de la file. Cheveux châtains clairs, regard intense, et une manière de tenir le micro qui lui provoqua une sensation étrange. Elle balaya la salle du regard et instinctivement croisa les yeux de Victor. Il se figea. Quelque chose chez cet enfant le désarmait. C'était comme regarder un miroir miniature de lui-même. Les mêmes yeux, la même forme de visage. Il détourna les yeux, mal à l'aise, respira profondément et fit comme si de rien n'était. Mais l'image de la fillette ne quitta pas son esprit. À la fin de l'événement, il s'approcha de la coordinatrice du foyer et demanda le nom de l'enfant. Elle s'appelle Eliane. Elle est arrivée il y a quelques jours avec sa mère. Elle vivait dans la rue. La mère, Elisa, est une battante. Elle protège sa fille avec férocité. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Victor. Elisa, non, ce n'était pas possible. Une coïncidence. Mais au fond de lui, il savait déjà. Ce soir-là, Victor ne trouva pas le sommeil. L'image de la petite fille sur scène le hantait comme une fièvre. Ses yeux, mon Dieu, répétait-il mentalement. C'était impossible à ignorer. Et quand la coordinatrice avait mentionné le prénom Elisa, tout s'était embrouillé en lui. Il passa des heures à fouiller dans de vieux fichiers, d'anciens mails de l'époque de l'université, des messages oubliés. Il retrouva le nom Elisa Moreau parmi des contacts qu'il avait effacés depuis des années. Cette femme, son visage commençait à émerger d'une mémoire qu'il avait lui-même verrouillée. Le lendemain, Victor demanda à son assistant de localiser discrètement le centre d'accueil où se trouvait Elisa. Il inventa un prétexte parlant d'un éventuel don. Il devait la voir de ses propres yeux et, au fond, confirmer ce que son cœur commençait à accepter. À son arrivée, il resta dehors, devant le portail. Il observa de loin. Elisa jouait avec Eliane dans le jardin, assise sur une couverture, souriante, avec ce regard paisible qu'il connaissait si bien. Victor sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit, fragile. C'était elle. Il n'y avait plus de doute. Et cette petite,
C'était sa fille. Mais comment demander pardon pour une absence dont il n'avait jamais eu conscience? Comment rattraper le temps volé par l'orgueil et l'ambition? Victor retourna au centre le lendemain, cette fois résolu. Il demanda à parler à Elisa. La coordinatrice, hésitante, lui transmit le message. Elisa sortit peu après, le visage durci par le temps et la survie. Lorsqu'elle vit Victor debout, les bras croisés, le monde sembla s'arrêter. Elle ne dit rien. Elle le fixa, attendant qu'il prenne la parole. « J'ai appris que vous étiez ici », commença-t-il, la voix plus basse qu'à son habitude. « J'ai vu Eliane hier, au gala, et vous avez remarqué ses yeux, n'est-ce pas ?» coupa Elisa, sans élever la voix. Il était temps. Victor baissa les yeux. Pour la première fois, il n'avait aucun argument. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?»« Je t'ai cherché, Victor. C'est toi qui n'as jamais voulu me retrouver. Tu m'as effacé. Et avec moi, tu as effacé l'enfant qu'on avait créé ensemble. » Chaque mot était une lame. Il tenta de s'expliquer, mais comprit que les explications ne guérissent pas les absences. « Je veux connaître ma fille, Elisa. Je veux réparer, d'une manière ou d'une autre. » Elle respira profondément. Elle a 7 ans. 7. Et pendant 7 anniversaires, elle m'a demandé où était son père. J'ai inventé de belles histoires. Tu en as une encore plus belle à lui raconter. Victor sentit le poids réel du mot « regret ». Il ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, son plus grand défi commençait. Ce n'était pas de reconquérir Elisa, ni de convaincre Eliane. C'était de se prouver à lui-même qu'il méritait encore d'être père. Elisa autorisa une rencontre rapide, juste une demi-heure. Dans une salle du centre, sous la supervision d'une assistante, Victor attendait, nerveux comme jamais. Ses mains tremblaient légèrement. Lui qui dirigeait des réunions avec des milliardaires transpirait à l'idée de rencontrer une enfant. Eliane entra, un petit livre à la main. Elle portait une robe simple, les cheveux attachés avec des rubans roses. En voyant Victor, elle s'arrêta. Elle ne le reconnut pas, bien sûr, mais elle l'observa avec une curiosité prudente, comme si elle mesurait l'énergie d'un inconnu. « Bonjour », dit-elle d'une voix timide. « Bonjour, Eliane, puis-je m'asseoir avec toi ?» Elle hocha la tête, mais garda ses distances. Victor essaya de faire la conversation, demanda ce qu'elle aimait faire, ce qu'elle lisait, si elle aimait les dessins animés. Elle répondit poliment, mais avec froideur. Elle le regardait comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne trouvait pas encore. « Ma maman te connaît ?» demanda-t-elle soudain. Victor avala difficilement sa salive. « Oui, depuis longtemps. »« C'est son ami ?»« Plus que ça. » Il hésita. « Eliane, je suis ton papa. » Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Eliane le fixa. Ses yeux, identiques aux siens, se remplirent d'un mélange de confusion et de peur. Si c'est vrai... Pourquoi maintenant? Victor ne sut quoi répondre. Cette question lui fit plus mal que toutes les pertes de sa vie. Et à ce moment-là, il comprit. Regagner l'amour d'une fille ne dépend pas de la volonté, mais du mérite. Dans les jours qui suivirent, Victor commença à rendre visite régulièrement au centre. Il apportait des livres, des jeux, parfois des fleurs pour Elisa. Mais rien de ce qu'il disait ou offrait ne semblait briser le mur invisible entre lui et Eliane. La fillette ne le rejetait pas, mais ne l'acceptait pas non plus. Elle l'observait simplement, comme si elle essayait de comprendre si tout cela était vrai ou juste une de ces belles histoires que sa mère inventait pour ne pas qu'elle soit triste. Victor, pour la première fois, ne força rien. Il attendait, s'asseyait par terre, jouait à des jeux de mémoire, aidait à colorier. Il ne parlait ni d'affaires ni du passé. Il voulait seulement être là, présent, authentique. Lors d'une de ces rencontres, Eliane sourit enfin. Un petit rire timide, lorsqu'il se trompa de couleur en peignant le nez d'un lapin qu'elle avait dessiné. Pour Victor, ce sourire valait plus que tous les contrats qu'il avait jamais signés. Elisa, qui observait de loin, le remarqua. L'homme froid qui l'avait abandonné autrefois avait changé. Et ce n'était pas parce qu'il voulait quelque chose, mais parce qu'il avait tout perdu et qu'il comprenait désormais ce qui comptait vraiment. Mais le destin, toujours ironique, n'aime pas les lignes droites. Et justement, quand les ponts commençaient à se reconstruire, un événement inattendu survint. Un examen, un diagnostic.
un compte à rebours. Le temps, celui-là même qu'il avait gaspillé pendant des années, commença soudainement à lui échapper. La toux avait commencé discrètement. Eliane avait toujours été une enfant résistante, selon Elisa. Mais ces dernières semaines, elle était fiévreuse, fatiguée, avec des cernes marquées. Le médecin du centre recommanda des analyses plus poussées. Elisa était inquiète. Victor, qui tenait maintenant à être présent à chaque étape, accompagna la fillette à l'hôpital. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba comme un éclair dans un ciel sans nuages, leucémie lymphoblastique aiguë. Le médecin fut clair. Il y avait une chance de guérison, mais le traitement devait être intensif, long et immédiat. Il fallait des ressources, une attention constante et surtout un donneur compatible. Victor fut foudroyé. Il sentit son cœur se contracter. Elisa s'effondra. Non, pas elle. Pas ma fille. Eliane, innocente, demanda seulement « Maman, je vais perdre mes cheveux comme les super-héros ?» Victor ne put retenir ses larmes. C'était comme si Dieu avait attendu qu'il retrouve sa fille, pour lui confier la mission la plus difficile de toute sa vie, la sauver. Les tests furent réalisés et un nouveau choc s'ensuivit. Victor était seulement partiellement compatible, pas assez pour un don direct. Mais il n'abandonna pas. Il contacta des cliniques, chercha dans des registres internationaux, mit toute sa fortune au service d'un seul but, offrir à sa fille une chance de vivre. Et pour la première fois, Victor comprit que la paternité ne consistait pas à posséder, mais à offrir. Offrir du temps, offrir une présence, offrir de l'espoir. L'état d'Eliane empirait de jour en jour. Même avec le meilleur traitement que l'argent puisse acheter, la petite fille s'affaiblissait. Les médecins étaient francs. Sans donneur parfaitement compatible, les chances diminuaient chaque semaine. Victor ne mangeait plus, ne dormait plus. Il passe. Dans les jours qui suivirent, Victor commença à visiter le centre régulièrement. Il apportait des livres, des jeux, parfois des fleurs pour Elisa. Mais rien de ce qu'il disait ou offrait ne semblait briser le mur invisible entre lui et Eliane. La petite ne le rejetait pas, mais ne l'acceptait pas non plus. Elle l'observait simplement, comme si elle cherchait à comprendre si tout cela était réel, ou juste une autre de ces histoires que sa mère inventait pour ne pas la rendre triste. Pour la première fois, Victor n'essaya pas d'accélérer les choses. Il attendait. Il s'asseyait par terre, jouait à des jeux de mémoire, aidait à colorier. Il ne parlait pas de business, il ne parlait pas du passé. Il voulait juste être là, présent, authentique. Lors de l'une de ces rencontres, Eliane finit par sourire. Un petit rire discret quand Victor se trompa de couleur pour le nez d'un lapin qu'elle avait dessiné. Pour Victor, ce sourire valait plus que tous les contrats du monde. Elisa, qui observait de loin, le remarqua. L'homme froid qu'il avait abandonné n'était plus le même. Et ce n'était pas parce qu'il voulait quelque chose, mais parce qu'il avait tout perdu et comprenait enfin ce qui comptait. Mais le destin, toujours ironique, n'aime pas les lignes droites. Et juste au moment où les ponts commençaient à se reconstruire, quelque chose d'inattendu se produisit. Un examen, un diagnostic, un compte à rebours. Le temps, celui qu'il avait tant gaspillé, commençait maintenant à s'épuiser. La toux avait commencé discrètement. Eliane avait toujours été une enfant résistante, selon Elisa. Mais ces dernières semaines, elle avait de la fièvre persistante, une grande fatigue, des cernes profondes. Le médecin du centre recommanda des examens approfondis. Elisa était inquiète. Victor, qui tenait désormais à être présent pour tout, accompagna la fillette à l'hôpital. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Leucémie aiguë lymphoblastique. La médecin fut directe. Il y avait une chance de guérison, mais le traitement devait être intensif, long et immédiat. Il leur faudrait des ressources, des soins et surtout un donneur compatible. Victor se figea. Il sentit son cœur se contracter. Elisa s'effondra. « Pas elle, je vous en supplie. » Eliane, innocente, demanda simplement « Maman, je vais devenir chauve comme les super-héros ?» Victor ne put retenir ses larmes. C'était comme si Dieu avait attendu qu'il retrouve sa fille, pour le confronter à la mission la plus difficile de sa vie, la sauver. Les tests furent faits, et un autre choc arriva.
Victor n'était que partiellement compatible, pas assez pour être donneur direct. Mais il ne renonça pas. Il contacta des cliniques, chercha dans les registres de donneurs internationaux, mit sa fortune au service d'un seul but, offrir à sa fille une chance de vivre. Et pour la première fois, Victor comprit que la paternité n'était pas une question de possession, mais de don. Donner du temps, donner sa présence, donner de l'espoir. L'état d'Eliane se détériorait de jour en jour. Même avec le meilleur traitement que l'argent pouvait offrir, la petite devenait de plus en plus faible. Les médecins étaient honnêtes. Sans donneur 100% compatible, les chances diminuaient semaine après semaine. Victor ne mangeait plus, ne dormait plus. Il passait ses journées auprès de sa fille, tenant sa petite main fragile, lui racontant des histoires inventées, essayant de sourire pendant que son cœur implosait. Elisa ne quittait pas non plus l'hôpital. Tous deux étaient enfin unis, par quelque chose de plus fort que le passé, l'amour pour leur fille. Ce fut alors, au cours d'une conversation avec la médecin, que Victor entendit une suggestion qui le bouleversa. Parfois, les frères ou sœurs biologiques peuvent être compatibles. « Des frères ?» répéta Victor. « Mais Eliane est fille unique, en êtes-vous absolument sûr ?» Un silence pesant tomba sur lui. Soudain, un souvenir oublié refit surface. Une ancienne employée de son vignoble disparut il y a des années. Après une brève liaison, son monde se mit à tourner. Et si Eliane avait un demi-frère? Et si le destin s'apprêtait à lui révéler un autre enfant dont il n'avait jamais soupçonné l'existence? Victor ne perdit pas de temps. Il fouilla les anciens fichiers du vignoble, contacta d'anciens employés, parcourut des documents vieux de plus de 10 ans. Et un nom réapparut, Claire Dubois. Jeune, discrète, elle avait travaillé dans la production pendant un peu plus d'1 an. Elle était partie sans prévenir, laissant seulement une lettre d'adieu simple, puis avait disparu. Victor se souvenait vaguement d'elle. Ils avaient eu une liaison brève, sans engagement, et il n'avait jamais imaginé que quelque chose ait pu en découler. Avec l'aide d'un détective privé, il retrouva la trace de Claire dans un village reculé de Belgique. Elle était vivante. Elle vivait avec son fils, Lucas, 9 ans. Victor s'y rendit personnellement. Quand Claire le vit sur le pas de sa porte, elle se figea. Il y avait dans son regard un mélange de douleur et de surprise. « Mais pourquoi maintenant ?» fut tout ce qu'elle réussit à dire. Victor lui expliqua tout. Eliane, la maladie, la recherche d'un donneur. Claire écoutait en silence, mais ses yeux brillants trahissaient son cœur en conflit. « Tu n'as même pas cherché à savoir si j'étais encore en vie. Et maintenant, tu viens réclamer le sang de mon fils. » Victor, bouleversé, répondit avec sincérité. « Je ne suis pas venu chercher du sang, Claire. Je suis venu chercher le pardon. Et peut-être, si Dieu le permet, une chance de sauver les deux. » Claire hésita, mais accepta de faire les tests. Lorsque les résultats arrivèrent, la médecin fut claire. Lucas était compatible. L'espoir renaquit. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que ce don n'apporterait pas seulement la guérison à Eliane, mais provoquerait une rencontre qui allait changer à jamais le destin de chacun. À l'hôpital de Bordeaux, Claire arriva en tenant Lucas par la main. Le garçon, timide, ne comprenait pas tout, mais savait qu'il allait faire quelque chose de bien, quelque chose qui pouvait sauver une vie. Eliane était hospitalisée dans l'unité pédiatrique. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans la salle de jeu, quelque chose d'étonnant se produisit. Ils se sourirent comme de vieux amis. « Comment tu t'appelles » demanda Eliane, la voix faible mais joyeuse. « Lucas, et toi ?»« Eliane. »« Je veux colorier avec moi. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, à rire, à échanger des autocollants et des histoires. Victor les observait de loin, ému. Deux parties de lui, deux mondes qui n'auraient jamais dû être séparés, réunis, sans le savoir. Claire aussi les regardait, silencieuse. La douleur de la rancune était toujours là, mais voir son fils sourire, faire une différence dans la vie de quelqu'un, adoucissait son cœur. « C'est un bon garçon », dit-elle à Victor, malgré tout. La veille de l'intervention, Victor passa la nuit à prier. Il n'était pas un homme religieux, mais ce soir-là, il se mit à genoux. Il demanda à Dieu de ne pas lui reprendre ce qu'il venait à peine de retrouver. Il pria pour la vie d'Eliane.
pour la santé de Lucas, pour la paix d'Elisa et de Claire. Pour la première fois, Victor Lemoine pleurait non comme un homme d'affaires, mais comme un père. Et au lever du soleil, les médecins entrèrent dans la salle avec les enfants. Et l'espoir entra avec eux. L'opération dura des heures. Victor arpentait les couloirs comme un prisonnier sans chaîne. Elisa priait en silence, serrant le chapelet de sa grand-mère. Claire, main dans la main avec son fils, fixait la porte du bloc opératoire comme si elle voulait arrêter le temps avec ses yeux. Lorsque la médecin apparut enfin, tous se levèrent en même temps. L'intervention a été un succès. Eliane a bien réagi. Commence maintenant la phase la plus délicate, la récupération. Le soulagement fut immédiat, mais les larmes coulaient. Victor serra Elisa dans ses bras. Claire étreignit Lucas avec force. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de murs, seulement des personnes, liées par la douleur, l'espoir et une seconde chance. Dans les jours suivants, Eliane se rétablit lentement. Victor ne quittait plus l'hôpital. Il dormait sur des chaises, commandait des repas simples, lisait des livres pour enfants. Peu à peu, Eliane commença à l'appeler papa. La première fois qu'elle le fit, ce fut dans un murmure, pendant qu'il ajustait sa couverture. Lucas, quant à lui, devint le héros de l'hôpital. Quand on lui demandait pourquoi il avait accepté d'aider une fillette qu'il ne connaissait même pas, il répondait simplement « Parce que quelque chose m'a dit qu'elle faisait partie de moi ». Victor entendit cela et pleura seul dans le couloir. Il comprit que le sang avait parlé avant même que la vérité n'éclate, et que l'amour, même quand il arrive tard, peut encore sauver. 3 mois plus tard, Eliane reçut son certificat de guérison. Les examens confirmaient son corps avait accepté la greffe. Elle était guérie. Tout l'hôpital l'applaudit quand elle sortit en tenant la main de Victor et de Lucas. Elisa, les yeux embués, marchait juste derrière, et Claire, toujours silencieuse, arborait sur son visage une paix nouvelle. Victor prit alors une décision. Il vendit une partie de son empire, quitta les bureaux et s'installa dans une maison simple à la campagne où les enfants pouvaient courir en liberté. Il fonda une ONG pour enfants abandonnés, qu'il appela Eliane. C'est là, loin des projecteurs et du luxe, qu'il trouva ce qu'il n'avait jamais trouvé dans ses palais, la véritable richesse. Mais le destin avait encore un dernier détour à lui faire emprunter. Un matin, lors d'un simple examen de routine, Victor reçut un diagnostic inattendu, une maladie cardiaque rare, silencieuse, qui avait progressé trop rapidement. « Il vous reste quelques mois », dit le médecin, « peut-être quelques semaines. » Victor ne le dit à personne. Il écrivit simplement 2 lettres, une pour Eliane et une pour Lucas, et passa ses derniers jours à faire ce qu'il n'avait jamais su faire, aimer sans se presser. Le dernier dimanche de sa vie, il réunit tout le monde dans le jardin. Ils regardèrent le coucher du soleil ensemble. Victor serra Elisa contre lui et murmura « Merci de m'avoir laissé être père ». Elle ne comprit pas tout de suite, mais elle sentit le poids de cet adieu. Le lendemain matin, il fut retrouvé dans son fauteuil, souriant, avec l'une des lettres posées sur ses genoux. « Seigneur, je te rends grâce pour chaque âme qui, aujourd'hui, a compris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Pour chaque père qui peut encore serrer son enfant dans ses bras, pour chaque enfant qui peut encore pardonner. Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont trop longtemps perdu leur temps dans l'orgueil, la peur ou la précipitation. Et montre-leur que lorsque l'amour est véritable, il guérit, il restaure, il transforme et il sauve. Que chaque personne qui a entendu cette histoire soit touchée, guérie et libérée par la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et écris le mot « rédemption » en commentaire, parce que parfois, ce qui change toute une vie, c'est une vérité dite au bon moment.